Bonjour et bienvenue. On va commencer par les dames, Christian, vous m'en voulez pas? Christian est très souple, vous allez voir. Donc Anne, vous allez prendre la parole tout à l'heure. Vous êtes directrice de la coopérative Carbone, ingénieure, énergie au départ, c'est bien ça? Exactement. Et finalement, sur le territoire de La Rochelle, vous avez travaillé sur cette question de la décarbonation et puis création de la coopérative. Vous connaissez bien tous les deux, hein? Oui, Christian était une des premières personnes sollicitées sur les questions du carbone, du prix du carbone, voilà. Donc, dès le début, on a été rechercher l'expertise de Christian. Donc vous avez travaillé ensemble? On a sollicité l'expertise de Christian sur comment on construit cet outil de coopérative carbone. On y reviendra tout à l'heure. Merci beaucoup, Anne. Christian de Pertuis, vous le connaissez tous, j'en suis certaine. Vous êtes professeur à l'Université Paris-Dauphine, vous êtes économiste, mais pas que. Moi, j'ai même vu que vous aviez même un master en philosophie. Vous êtes quelqu'un de très ouvert, très curieux. Si, j'en suis certaine pour faire autant de recherches, parce que vous les avez condensées en 30 secondes, presque. Hein, donc, merci pour cela. Vous êtes fondateur de la chaire économie du climat. Vous avez fait de nombreux travaux, écrit de nombreux ouvrages. Le dernier, Carbone fossile, carbone vivant, chez Gallimard. Je crois qu'il y en a dans le salon. Hein. Francis s'est attaché à ce qu'il y ait quelques livres. Donc, allez voir Francis pour ce livre. Il y a sur le stand AICVF. Et quand on a échangé tous les deux en visio, vous m'avez dit, ce livre, pour moi, il est assez important. Qu'est-ce qui fait que ce livre est important pour vous? Il est important parce que... Ça marche? Oui. Quand j'ai commencé à m'occuper du climat, en 2001-2002, je suis tombé face à la question du carbone fossile et de la dépendance aux énergies fossiles. Et au début, j'ai pensé que lorsqu'on aurait résolu, ce n'est pas encore fait, la question de l'énergie fossile, on aurait stabilisé le réchauffement climatique et énormément avancé sur le climat. Et à mesure que j'ai avancé dans mes travaux, dans mes recherches, dans mes rencontres, y compris à La Rochelle avec Anne, je me suis rendu compte que le carbone fossile, ce n'est pas 100% de la question climatique. Il y a également le carbone vivant. C'est quoi le carbone vivant? C'est le cycle du carbone qui passe via la photosynthèse et qui est transformé dans les chaînes de carbone avec l'agriculture, la forêt, la pêche. Et le carbone vivant, c'est un enjeu majeur aussi pour arriver à la neutralité carbone qui permet de stabiliser le réchauffement. Et donc, en conclusion du livre, pour la prochaine édition, parce que j'ai dit, en ouvrant ce livre, vous pensiez que carbone fossile, c'était l'enjeu majeur du climat. En le refermant, vous voyez que la question du vivant est l'enjeu de demain. Merci beaucoup. Alors, vous allez intervenir sur transition énergétique accélérée ou rétrogradée, c'est bien ça? Oui, je ne sais pas, oui. Oui. Bon, est-ce qu'il y en a beaucoup ici moi, je vais faire comme le président de la région. Est-ce qu'il y en a beaucoup ici qui veulent rétrograder? Levez la main. Non, personne, vous voyez. Donc, la réponse est déjà faite. Pas besoin de faire de la présentation. Ah, mais il faut que vous nous expliquiez quand même. Vous avez des choses à nous partager. J'y vais, là? Ouais. Ah oui. Bon, je peux me lever ou il faut que je parle assis? Non, comme vous voulez. Vous êtes ici chez vous. Hein. Bon, très bien. Oui. Et vous n'aviez pas de présentation? Il y a un truc pour passer les slides? Oui, mais vous n'en aviez pas. Puis Christian, vous m'en avez pas envoyé. Ah si, je vous ai... Ah bon, c'est pas grave. Non, vous m'avez dit sans présentation. Non, je les ai envoyés à... Ah bon, faire sans présentation, alors très bien. Vous allez avoir le plaisir d'avoir une présentation sans slide. Simplement, vous me direz quand même, il n'y a pas non plus d'indication de temps. Vous me direz, je vous dirai. Vous me direz quand j'aurai fait 10 minutes, parce que j'ai 20 minutes, c'est ça? Oui. Vous me préviendrez à 10 minutes, c'est tout à fait transparent. J'avais des très beaux slides, tant pis. 10 minutes, c'est pas grave. Je les ai envoyés à Francis, pas grave. Alors, voilà. Bon, faut-il... C'est la faute de Francis, Christian. Oui, je vais t'envoyer. Bon, vous voyez tous que le contexte est quand même relativement mauvais en ce moment. Les vents contraires soufflent fort. Bon. Ça a commencé avant l'élection américaine. Vous voyez que l'élection américaine, c'est quand même un énorme vent contraire qui, quand même, nous inquiète. Et je pense qu'à l'heure actuelle, on voit qu'en Europe et en France, il y a une forme de doute parfois qui s'installe. Une forme de doute qui s'installe et on se dit, mais face à cette espèce d'incroyable retour en arrière de la politique américaine sur le climat, comment réagir? Et en fait, il y a deux façons de réagir. Il y a une première façon qui est de se laisser influencer et de dire, ben voilà,
On avait, votre président a parlé tout à l'heure des normes environnementales. On avait des normes avec des objectifs, peut-être on va les assouplir. On avait des objectifs en termes de régulation thermique des bâtiments, peut-être qu'on va trop vite. Bon, donc ce doute s'insère dans la société, hein, et donc je crois qu'il est extrêmement dangereux. En réalité, si on regarde à l'échelle du globe, on voit qu'il y a un grand nombre de pays qui vont accélérer la transition énergétique en réaction aux États-Unis, et notamment les pays asiatiques. La Chine est en train d'accélérer massivement sa transition vers les énergies décarbonées, les énergies renouvelables. Donc je pense que ça, c'est la première raison pour laquelle il faut accélérer. Il y a une deuxième raison, elle est beaucoup plus basique, et Guillaume Briot y a fait allusion, c'est tout simplement l'évolution du climat. Vous n'ignorez pas que l'an passé, en 2024, le réchauffement a atteint plus 1,55 degrés relativement à l'ère pré-industrielle. Autrement dit, la limite à partir de laquelle les climatologues nous disent qu'il deviendra de plus en plus difficile de réagir aux impacts climatiques, elle est très proche. Hein. Le réchauffement de 1,5 degré, c'est l'objectif ultime en matière d'action climatique au niveau de l'accord de Paris. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on a peu de temps. Et il faut bien être conscient que le climat que connaîtront nos enfants et nos petits-enfants, là je suis un peu comme si on avait tous le même âge, ce qui est une approximation, hein, mais le climat que connaîtront nos enfants et nos petits-enfants après 2050 se joue aujourd'hui. Plus précisément, ce qui se joue aujourd'hui, c'est quoi? Le climat, si vous devez retenir un point, le climat, c'est un problème de stock. Ce qui réchauffe la planète, c'est le stock de gaz à effet de serre qui s'accumule dans l'atmosphère. Et tant les climatologues nous le disent, tant que le stock de gaz à effet de serre augmente, le thermomètre augmente, le réchauffement se poursuit. Lorsqu'on arrivera à stabiliser le stock de gaz à effet de serre, à ce moment-là, on aura stabilisé la température mondiale. Et il y a un délai qui est assez court entre le moment où on stabilise le stock dans l'atmosphère et l'arrêt du réchauffement, nous disent les climatologues. En revanche, le stock a une énorme inertie par rapport au flux. Comme par exemple pour la construction et l'immobilier. Lorsque on regarde le stock de logements, vous avez à peu près 35 millions de logements en France. Chaque année, le flux de logements neufs, c'est 0,5% du stock. Donc vous voyez que si vous voulez correctement, protéger les logements contre la chaleur, hein, je trouve pas le mot, il va falloir beaucoup plus de temps pour agir sur le stock que sur le flux. Pareil pour le climat, pour le stock de gaz à effet de serre. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que pour stabiliser le stock de gaz à effet de serre, il va falloir agir sur le flux de nos émissions brutes qui rentrent dans le stock, les émissions de gaz à effet de serre, et notamment celles du CO2, mais il va également falloir agir sur le flux de gaz à effet de serre qui sort du stock. Et sur le CO2, le flux qui sort du stock, c'est quoi? C'est les puits de carbone, les puits de carbone naturels. Lorsqu'on envoie 100 tonnes de CO2 dans l'atmosphère, vous en avez un peu plus de la moitié qui est absorbée par les océans et par la biosphère terrestre. Et donc pour arriver à la neutralité, pour stabiliser le stock de gaz à effet de serre, il va falloir agir à la fois sur les émissions et sur les absorptions, sur les puits de carbone. Pour nos sociétés, ça implique deux grandes transformations. La première transformation, elle concerne le carbone fossile. Aujourd'hui, 70% des émissions mondiales de gaz à effet de serre proviennent de trois produits: le charbon, le pétrole et le gaz. On n'a aucune chance d'arriver à la neutralité, au net zéro, si on ne sort pas rapidement de cette dépendance aux énergies fossiles. Et donc, c'est ce qu'on appelle couramment la transition énergétique.
le terme est assez mauvais. Ce n'est pas du tout une transition au sens d'aménagements marginaux. C'est une complète transformation du système énergétique, puisque aujourd'hui, les 3 produits que je viens de citer, les énergies fossiles, sont encore à l'origine de pratiquement 80% de l'énergie utilisée dans le monde. Et donc ça veut dire qu'en quelques décennies, il va falloir complètement revoir le fonctionnement du système énergétique. En 2 mots, ça veut dire quoi? Ça veut dire tout simplement que depuis à peu près un siècle et demi, depuis 1850, on est en perpétuelle transition énergétique. Simplement, on est sur une logique de l'addition. Hein, au milieu du 19e siècle, l'essentiel de l'énergie qu'utilisaient nos ancêtres, ça venait de la biomasse, soit directement, qu'on brûlait, soit indirectement via l'alimentation des animaux. On a ajouté le charbon, on n'a pas enlevé la biomasse. On a ajouté le pétrole, on n'a enlevé ni le charbon ni la biomasse. On a rajouté le gaz naturel. Bon, bref, on est dans une logique d'addition formidable. Ça a multiplié par 11 la quantité d'énergie disponible par habitant sur la planète depuis 100 ans. Simplement, ce que nous disent les climatologues, c'est que tant qu'on est dans cette logique de l'addition, on n'a aucune chance d'arriver à la neutralité. Il faut donc passer de la logique de l'addition à une logique de la soustraction. Et c'est là où ce que disait Guillaume Roux tout à l'heure commence à prendre sa signification. Ça veut dire quoi la logique de soustraction? Ça veut dire que ce qui fait baisser les émissions de gaz à effet de serre, ce n'est pas de rajouter des éoliennes, ce n'est pas de rajouter des batteries, c'est pas de rajouter, c'est d'enlever le fossile. Et oui, donc il faut passer à une logique de la soustraction. Au plan économique, ça a une application extrêmement simple qui embarrasse beaucoup les économistes parce qu'ils n'ont jamais eu affaire à cette situation. Ça veut dire qu'il va falloir à la fois investir et désinvestir. Il va falloir investir dans de nouvelles sources d'énergie décarbonée. Il va falloir investir dans tout ce qui est l'efficacité énergétique, et je pense que votre métier y contribue largement. Il va falloir investir dans des formes qu'on va appeler de sobriété énergétique, qui consiste à enlever les services énergétiques inutiles ou superfétatoires. Bon. Mais en même temps, il va falloir désinvestir de tous les actifs économiques qui sont liés à la production ou à la consommation d'énergie fossile. Je vous donne un exemple concret pour que ça ait plus de contenu. Moi, j'ai introduit le grand débat public sur le premier projet de, alors on dit plus usine, maintenant on dit Gigafactory, ça fait plus moderne, bon, c'est ridicule, hein, la première grande usine de batteries dans le Nord, hein, l'usine de ACC hein, à Vouvrin qui a commencé à rentrer en production. Bon. Un truc comme ça vaut 1,2 milliard. Quand même pas toujours qu'on investit 1,2 milliard en Europe sur un objet industriel. Bon. Et tous les gens se disent, oh là là, mais mon Dieu, comme il va falloir faire 25 gigafactories en Europe, ça va faire 25 fois 1,2 milliard, ça fait beaucoup d'argent à investir. La transition énergétique, ça coûte cher. Mais moi, quand j'enseigne à mes étudiants un cours d'économie dynamique avec la croissance, l'investissement, ce n'est pas un coût. L'investissement, c'est un moteur de croissance. Quel est le vrai coût de la transition? C'est qu'il y a en France 250 fonderies qui travaillent à 80% pour le moteur thermique. Que vont devenir ces 250 fonderies lorsqu'on aura basculé vers la traction électrique? Que vont devenir les ouvriers, les ingénieurs qui travaillent dans... Donc vous voyez, c'est véritablement le problème. Et c'est aujourd'hui pour ça que la transition énergétique commence à faire mal. C'est qu'il ne suffit pas d'investir dans de nouveaux... Il faut aussi désinvestir. Bon. Alors, est-ce que lorsqu'on fait à la fois de l'investissement et du désinvestissement, on fait plus ou moins de croissance? C'était la question que posait Rémi. Eh bien, tout dépend, de la structure de l'économie dans laquelle on est. Moi, j'ai travaillé 4 ans en Algérie. Pas dans l'énergie, dans l'agriculture. Je ne vais pas dire à mes amis algériens que la transition vers un système bas carbone ne va pas leur coûter de la croissance à court terme. Ils ont 95% de leurs exportations, c'est du pétrole et du gaz, et ça fait à peu près la moitié des recettes fiscales du pays. En Europe, on est dans une situation un peu différente. On a peu d'actifs qui sont liés à la production d'énergie fossile, que, comme tu l'as rappelé, est massivement importée.
Mais on a beaucoup d'actifs qui sont liés à l'utilisation d'énergie fossile. Et donc il faut faire cette double transformation. Le solde, je ne vais pas vous mentir, le solde, il est incertain. Ça dépend comment on fait. Si on fait bien, on peut espérer effectivement d'avoir un solde positif. Si on ne fait pas bien, on aura un solde négatif à court terme. Donc je crois que c'est ça, si vous voulez, le nerf de la guerre sur la transition énergétique. Je termine un point sur l'énergie quand même, pour vous dire que j'avais amené avec moi 2 slides qui correspondaient à peu près à vos métiers. Donc je vais citer les slides sans les montrer. Le premier, c'est que on parle beaucoup de l'efficacité énergétique des bâtiments en Europe et on pense beaucoup à tout ce qui est l'efficacité par rapport au froid, hein, pouvoir chauffer les bâtiments correctement. Mais à l'échelle du globe, il y a un enjeu majeur, c'est résister au chaud et de plus en plus au très chaud. Et donc toutes les technologies qui permettent de résister au chaud, au plus chaud, à la fois dans les métiers d'isolation et dans les métiers de la production du froid, c'est important. Il y a dans les projections des émissions de gaz à effet de serre liées à l'énergie par l'Agence internationale de l'énergie, des calculs qui sont faits qui montrent que le problème de la chaleur et de la résistance à la chaleur risque d'émettre beaucoup plus de gaz à effet de serre si on utilise des technologies qui utilisent les fossiles que l'isolation contre le froid. Bon. Ça, c'était le premier point. Le deuxième point, c'est que on parle beaucoup du CO2 et du méthane. Il y a quand même la question des gaz fluorés, hein, qui est liée à la production de froid. Et en la matière, l'Europe a des performances absolument inégalées dans le monde. J'avais amené un slide où je l'ai découvert en préparant le truc, donc ça m'a impressionné. Depuis 2015 ou 2017, hein, les émissions de gaz fluorés liées à tous les métiers du froid est en baisse très forte en Europe, alors que ça continue à augmenter dans le reste du monde. Bon, imaginons maintenant, il me reste 3 minutes, hein, ouais, imaginons maintenant que nous ayons réduit totalement notre addiction aux énergies fossiles en 2050. Serions-nous automatiquement en neutralité carbone? Pas nécessairement, tout dépend de ce que nous allons faire sur la deuxième grande jambe de l'action climatique qui concerne le carbone vivant. Le carbone vivant, c'est aujourd'hui 1/4 des émissions mondiales, réparties à peu près par moitié entre les émissions qui sont liées à la gestion de la forêt et principalement la déforestation tropicale, et pour le reste, essentiellement par l'impact des technologies agricoles sur le milieu naturel. Je ne parle pas des émissions liées à l'usage de l'énergie fossile par les agriculteurs, mais les émissions de méthane et de N2O, qui sont des émissions spécifiques au secteur agricole. Pour s'attaquer à cette question, et puis il y a la question des puits de carbone. Les puits de carbone stockent encore un peu plus de la moitié des émissions de CO2 qu'on envoie dans l'atmosphère. Et le problème, c'est que les puits de carbone s'affaiblissent. Ils s'affaiblissent à la fois à cause d'impacts anthropiques, mais aussi de rétroaction climatique. La forêt française stocke moins de carbone qu'il y a 20 ans, parce qu'effectivement, les arbres poussent moins vite à cause de la rétroaction climatique. Donc, sur le carbone vivant, retenons déjà une chose, c'est que pour freiner les émissions de gaz à effet de serre et pour reconstituer le stock de carbone, il faut à la fois manier l'adaptation au réchauffement climatique, l'adaptation aux impacts du réchauffement climatique et l'atténuation du réchauffement climatique. Cet enjeu est majeur. Et là, pour le carbone fossile, je vous disais, le rôle de l'économie, c'est d'introduire de la rareté sur 3 produits, le charbon, le pétrole et le gaz. Et moi, j'ai travaillé beaucoup pour trouver des méthodes, y compris à la coopérative coopérative carbone de La Rochelle. Hein. Pour le vivant, c'est différent. Il ne s'agit pas d'introduire de la rareté, il s'agit de réintroduire de la diversité, réintroduire de l'abondance. Mais pas l'abondance des biens et services, l'abondance du vivant, la biodiversité. C'est ça la grande révolution agricole de demain. Hein. Ça va être de construire des systèmes agricoles régénératifs, hein, qui utilisent la diversité du vivant pour produire plus et mieux à l'hectare. Il ne s'agit pas de faire de l'agriculture extensive, non, il s'agit de produire différemment pour utiliser la biodiversité afin de produire plus et mieux
en utilisant la biodiversité et donc en améliorant la capacité de stockage net du carbone et en réduisant les émissions liées au système spécialisé industrialisé. Et je termine par les puits de carbone. Tu me donnes encore 1 minute? Bon, j'en prends 2. Hein, je fais un peu comme vous, hein, je fais. Il faut pas se laisser trop marcher. Bon, je ne dis pas marcher sur les pieds, mais il faut quand même prendre une petite liberté. Bon, je termine sur les puits de carbone. Les amis, les puits de carbone, à mes yeux, c'est probablement l'enjeu majeur dans le futur sur l'action climatique. Pourquoi? Parce que sur la transition énergétique, c'est parti. On n'est pas dans le monde rythme, mais on est dans la bonne direction. Je ne rentre pas dans les détails, mais bon. Sur les puits de carbone, on n'est pas sûr d'être dans la bonne direction. Lorsque les forêts de l'Est de la France deviennent des sources nettes de carbone, on ne sait pas trop exactement comment réagir à court terme. Et beaucoup de gens très savants en laboratoire vont vous donner des avis très définitifs, mais le forestier qui est face à sa forêt, est-ce qu'il faut replanter? Est-ce qu'il faut laisser régénérer naturellement? Bon, ça pose des tas de questions. Et parmi ces questions, à mes yeux, la plus importante concerne l'océan. L'océan, pourquoi? Pour 2 raisons. La première, l'océan, c'est l'angle mort des politiques climatiques. Lorsqu'on fait le bilan des émissions de gaz à effet de serre dans les inventaires nationaux, on fait comme si l'océan n'existait pas. On comptabilise bien les absorptions ou les sources d'émissions liées au carbone vivant, on ne le fait pas pour l'océan. Or, on sait que l'océan a des impacts négatifs d'origine humaine liés à la surpêche, etc. Donc, il faut de toute urgence réintroduire la question de l'océan dans les politiques climatiques. Et 2, la protection du puits de carbone océanique, c'est un enjeu majeur pour les climats de demain et d'après-demain. Et lorsqu'on regarde l'histoire longue du climat, on voit que les grands changements climatiques ont toujours été accompagnés de grands changements dans le fonctionnement du système océanique, pour une raison basique. L'océan absorbe plus de 90% de l'excès de réchauffement sur la planète, et surtout, l'océan contient 48 fois plus de carbone que l'ensemble du stock de CO2 dans l'atmosphère. La biosphère, c'est en stock 4 fois. L'océan, 47 fois. Donc vous voyez que si on ne protège pas le puits de carbone océanique, et si on laisse se détériorer le puits de carbone océanique, on a effectivement un potentiel de réchauffement via l'océan qui est beaucoup plus important que tout ce qu'on pourrait envoyer comme CO2 avec notre énergie fossile. Donc vous voyez bien que les solutions basées sur la nature, le carbone vivant, c'est vraiment un enjeu majeur de la politique climatique et ça va être maintenant démontré par la coopérative carbone de La Rochelle. Merci de votre attention.